Ah merde alors, comment on dit Comment ça ça merde alors? But alors you are French? C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut, c'est Thibaut et on se retrouve dans le Saloon pour parler de la très très grosse sortie de ces derniers jours, à savoir le fameux Snyder Cut du film Justice League. Chose promise, chose due, après avoir consacré plus de 3h40 à la carrière de Zack Snyder, on revient sur sa dernière œuvre qui s'annonçait pour lui comme une belle revanche. En effet, pour rappel, en 2017, il s'était vu remplacé en cours de production par Joss Whedon qui avait réécrit, retourné et charcuté son projet de départ pour finalement livrer la catastrophe industrielle que l'on connaît. Mais aujourd'hui, grâce à l'insistance des fans et à quelques dizaines de millions de dollars réinjectés par le studio, Snyder a enfin pu boucler sa version de Justice League qui a débarqué le 18 mars sur la plateforme HBO Max. Alors, est-ce que ce nouveau montage rattrape l'horreur de 2017 ? Est-ce qu'il offre enfin un vrai point d'orgue à l'univers mis en place par Snyder avec Man of Steel et Batman v Superman ? En gros, est-ce que ça valait vraiment la peine de faire tous foin avec le hashtag Release the Snyder Cut ? C'est ce dont on va discuter avec mes compères ici présents. Alexandre Caporal, salut Alex. Salut Thibaut, que de questions, c'est vrai, autour de ce Oui, film. j'espère que vous avez les réponses. Beaucoup de réponses à apporter. Ouais. Les gens les attendent en tout cas. Florian Pouplin, salut. Salut Thibaut. As-tu les réponses toi aussi ? J'en ai plein. Trop même. On va voir ça et on va voir est-ce qu'on sera capable de se mettre d'accord ou est-ce qu'on sera au contraire condamné à se foutre sur la gueule. C'est ce qu'on va voir immédiatement. Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche. Après la mort de Superman, la Terre est maintenant une cible facile pour les menaces extraterrestres. Bruce Wayne le sait et compte bien organiser la défense de la planète en réunissant les super-héros qui s'y cachent encore. Après avoir convaincu Wonder Woman, il doit encore retrouver la trace de Flash, Cyborg et Aquaman pour les recruter dans l'équipe. Mais pendant ce temps, le terrible Steppenwolf débarque sur Terre avec ses paradémons et part à la recherche des 3 boîtes mères qui lui permettront de déclencher l'apocalypse au nom de son maître, le tyrannique Darkseid. Oui, c'est la même histoire que la version de 2017, mais ce coup-ci dans un montage 2 fois plus long qui dépasse les 4 heures. Un sacré morceau donc sur lequel repose énormément d'enjeux, autant pour Snyder qui aura peut-être droit à ses Justice League 2 et 3 selon le succès du film, mais aussi pour la Warner qui espère clairement attirer des abonnements sur sa plateforme qui peine vraiment à démarrer. Mais ne faisons pas plus durer le suspense et commençons avec toi Florian, ce Zack Snyder's Justice League, est-ce qu'il répare pour de bon les dégâts de 2017 ? Alors la réponse est évidemment oui, mais en même temps c'était pas difficile vu effectivement vu il y avait une marge catastrophe. de progression assez conséquente. Voilà. Après la question que je me pose toujours c'est est-ce que On t'a demandé des réponses. Hein. Oui, est-ce que si Snyder aurait dû faire une version de 2 heures, c'est là que ça aurait été intéressant de voir un cut de 2 heures de Zack Snyder pour vraiment faire une comparaison. Parce que là, c'est sûr qu'avec un film de 4 heures, il y a évidemment plus de temps pour développer les personnages qui méritaient d'être, notamment Flash et sa Cyborg, qui ont là vraiment droit à une place beaucoup plus prépondérante que dans le film de 2017. Ah, c'est le cas de le dire. Ouais. Oui, bah oui, c'est même les personnages principaux presque. Enfin, c'est presque des films solo de ces 2 personnages mêlés à la Justice League. Donc oui, c'est évidemment mieux à tous les niveaux, puisque Zack Snyder sait tenir une caméra, contrairement à Joss Whedon, mais ça fait depuis Avengers 1 qu'on le sait. Et Snyder surtout réussit à retrouver sa puissance héroïque qu'il avait déjà instaurée dans Man of Steel, qui pour moi est son meilleur film pour le DCU. Et c'est la grosse qualité de ce Snyder Cut, selon moi, c'est qu'on sent que les héros sont là, que ça chie, et qu'ils vont aller jusqu'au bout, qu'ils vont être violents pour tuer les méchants. C'est clair que le climax est beaucoup plus prometteur que voilà. la bouse de Joss Whedon. Voilà, Zack Snyder fait tout pour que cette Justice League soit mise en avant, qu'on ait une espèce de fresque héroïque grandiose, malgré les défauts qu'elle a et dont on reviendra dessus. Et je crois aussi que le choix du 4/3, du 1/33 pour être exact, participe beaucoup à cette vision, puisque c'est un format plus étiré vers le haut. On a donc beaucoup plus de grandeur et de verticalité. Format plus carré, quoi. Et voilà, donc on sent que Snyder s'est vraiment réapproprié la chose. Après, est-ce que c'était l'idée qu'il avait vraiment au départ, ouais, alors ça, je pense qu'on pourrait y revenir, ou est-ce que la Warner était quand même là Voilà, puisqu'il s'était déjà passé pas mal de merde avant qu'il parte, répondue, hein. en fait. Voilà.
Mais voilà, je trouve mieux quand même, mais je ne crie pas au chef-d'œuvre non plus. Mais effectivement, je crois qu'une des premières choses qui saute aux yeux quand on démarre cet énorme morceau, Alex, c'est que effectivement l'avantage qu'a Snyder, c'est la durée beaucoup plus longue qui lui permet une narration plus développée, une meilleure mise en place. Là, ça prend vraiment son temps. Il y a plus de place qui est laissée au personnage et c'est beaucoup plus cohérent dans ce que ça raconte. Alors ça, c'est clair. Beaucoup plus cohérent, c'est sûr. En fait, à la même manière que la plupart de ses director's cut à Snyder, en fait. C'est quelque chose qu'il a utilisé très souvent sur quasiment tous ses films. Je crois qu'il n'y a que 2 films qui ont un seul cut. Ouais, Man of Steel, déjà. Et je suis pas sûr que Gaoul ait une version. Et Gaoul, voilà. Donc ça. Man of Steel et Gaoul, sinon tout le reste ont des Snyder Cuts, si on veut. Et effectivement, on avait vu que ce soit sur Watchmen ou sur Batman vs Superman, où il pouvait aller à une durée approchant les 3 heures, et bien qu'il arrivait justement à donner davantage de cohérence parce qu'on permettait de développer certains points qui méritaient d'être développés. Et là, c'est le cas aussi, effectivement. Donc déjà, c'est le cas pour les personnages. Cyborg a vraiment une place prépondérante dans ce film-là. C'est là qu'on voit qu'il était vraiment au centre de l'histoire. Complètement. C'est lui le personnage clé. Flash participe davantage aux enjeux au-delà du sidekick, qui reste aussi. C'est-à-dire que on sent là aussi que c'est pas totalement un film de Zack Snyder, mais que il y avait déjà la Warner qui était derrière. C'est quand même mieux qu'avant, Flash. Alors, bien entendu. Il y a encore quelques défauts. Non, mais c'est clair. C'est-à-dire que Flash est mieux présenté. Flash a plus de profondeur, de texture. Cyborg, pareil. On comprend mieux leurs pouvoirs aussi. Enfin, je veux dire, la présentation des pouvoirs de Cyborg. Mais là, je me suis dit, ah ouais, ok, d'accord. Là, il y a un vrai super-héros, quoi. Ce qui n'était pas du tout le cas de la version de 2017. Flash, au-delà de ses pouvoirs et tout, déjà, il rajoute quelque chose de supplémentaire. Attention, on a dit qu'on allait spoiler ou pas? Non, on n'a pas dit, mais on peut peut-être le dire à partir de maintenant. À partir de maintenant, bon, voilà, vous l'aurez compris, pour la vie globale, c'est qu'on est un peu mitigé, c'est-à-dire dans le sens où, oui, bien sûr que c'est beaucoup mieux que la version de 2017 et c'est pas dur de l'être, mais qu'il y a encore quand même pas mal de problèmes. Maintenant, si vous ne les avez pas vus, allez vous taper ces 4 heures et revenez écouter la suite. Effectivement, merci Thibaut. Et donc, c'est vrai, donc Flash développe un autre pouvoir, à savoir celui de pouvoir remonter dans le temps, d'aller plus vite que la lumière. Donc ça, c'est des choses comme ça qui lui donnent en fait une vraie importance dans le récit, au-delà de « Hey, on est là, on fait des petites blagues, et puis je suis le sidekick, et puis on fait un film à la Marvel ». Ce qui demeure quand même un petit peu. Mais je vais y revenir. Il y a quand même énormément de choses à dire sur le film. Mais pour répondre à ta question sur la narration, effectivement, justement, il a plus le temps de faire ça. Plus le temps de développer le retour aussi de Superman, quoique. Mais en tout cas, sur la manière de Batman d'aller chercher les héros, de bien les présenter, de présenter davantage Aquaman aussi. Parce qu'il faut rappeler qu'au moment où ce Justice League a été tourné et au moment où il a été fait, eh bien, on avait présenté le nouveau Batman dans Batman vs Superman. On avait présenté Wonder Woman à la fois dans BVS et à la fois dans un film perso. Mais on arrivait là, donc il fallait présenter Aquaman. Il n'y avait pas encore eu le film Aquaman. Voilà, il n'y avait pas encore eu ça, il n'y avait pas Flash, Cyborg, il fallait les présenter. C'était le prochain c'était Aquaman, qui était 6 mois, 8 mois après. Non, je crois que c'était juste un an après peut-être. Voilà, ouais. Mais c'est vrai que là, on ressent, parce que Snyder citait beaucoup à l'époque l'influence des 7 samouraïs pour construire son film, qui est un film là aussi de 3 heures, où on prend le temps, un personnage va constituer une équipe en rencontrant les futurs membres à tour de rôle, et là effectivement il prend vraiment le temps. Le personnage de Flash, je crois qu'il apparaît qu'au bout d'1 heure de film. Un point commun avec les 7 samouraïs, c'est que la version longue des 7 samouraïs fait 4 heures. Voilà. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire que son film est beaucoup plus, en tout cas, justement, dans les 2 premières heures, on sent à la fois qu'il prend plus le temps, et du coup, ça peut poser un petit problème à un moment donné, mais qu'aussi, justement, il va mieux réorganiser l'introduction de chaque personnage, c'est-à-dire que ça passe pas à la va-vite comme ça, on passe pas d'un personnage à l'autre, d'un univers à un autre, tout est cohérent. Et on part aussi du début, à savoir... on recolle avec la fin de Batman vs Superman sur la mort de Superman. Batman vs Superman rejouait la fin de Man of Steel. C'est ça. Et donc là, on en fait l'enjeu principal, à savoir Superman n'est plus là. Qu'est-ce que la Terre va devenir? Il faut des héros. Est-ce que ça va suffire, ces héros, sans Superman? Eh ben non, il va falloir ressusciter Superman, etc. Ce qui permet aussi de cette scène d'introduction de poser, je trouve, les enjeux de manière un peu plus claire avec cette histoire des Mother Box, puisqu'on a justement, on revoit Superman mourir et s'éteindre dans un dernier cri de douleur qui se répand à travers la planète et qui réveille justement les 3 boîtes mères qui seront au centre du film. Et on n'a plus besoin d'avoir cette scène hyper gênante de la version Whedon où Batman arrêtait
c'était un cambrioleur et lui expliquait les enjeux du film avec cette image des 3 boîtes mères Putain, quel enfer. greffées sur le mur. Ni l'ouverture du film avec une caméra embarquée d'un gamin qui filme Superman et qui lui pose des questions. Et plus de générique où les gens sont tellement désespérés après la mort de Superman qu'ils shootent dans des cartons d'orange. Mine de rien, cette introduction, et je crois que c'était une qualité du film de 2017 qu'on ne retrouve pas dans ce Snyder Cut, c'est la présence de l'humanité. Parce que dans le Snyder Cut, les humains n'existent pas. C'est vrai. Ils sont ils sont un peu non. après, ouais. Il y a Oui, t'as non, mais aucun t'as rapport raison, mais à l'humanité. je trouve pas que c'était une qualité du Joss Whedon. Hein. Eh ben, en voyant le Snyder Cut, j'ai trouvé que c'était un truc qui manquait. Le fait qu'on rappelle qu'on est sur Terre et qu'il y a une population et que tout ça c'est pour sauver l'humanité et que les humains ont aussi des rapports avec les super-héros, ça c'est un truc que Snyder zappe complètement. C'est vrai que là, à part, c'est un peu dommage, à part un drapeau géant sur sur le London London Bridge, Bridge, avec le logo de Superman où on comprend le deuil planétaire, c'est vrai que c'est assez peu abordé. C'est vrai. C'est vraiment les dieux Effectivement. contre des dieux. Ouais, bien sûr. C'est vraiment ça. Ouais, mais c'est et au final c'est la volonté de Snyder. Et pour terminer sur la narration, il y a aussi, du coup, vous parlez des Mother Box, il y a aussi Steppenwolf qui a beaucoup plus de présence justement. C'était pas difficile un non tout plus. autre Hein. personnage. Et du coup, un tout autre personnage déjà en termes graphiques, parce que tous les effets spéciaux ont été repensés. Et merci, parce qu'il n'a pas cette armure générique d'Heroic Fantasy tout pété, mais qu'il a en fait une armure énorme avec des décris-nous pics, ça. Alors moi j'avoue que j'étais assez sceptique en voyant les premières images de ce logo, et en fait je trouve qu'en mouvement ça marche très bien, parce qu'effectivement il a une armure constituée de plein de petites piques qui s'animent. C'est une armure un petit peu vivante qui respire et justement qui bouge en fonction de ses émotions. On a l'impression que ça cliquette constamment et ça donne quelque chose de vraiment intéressant. Avec ces petites araignées qui lui sortent de l'armure aussi, pour aller pomper les... Et c'est vrai que ça devient un vrai personnage là. Ce Steppenwolf, il a tout un background qu'on n'avait pas dans la version de 2017. On comprend ses motivations par rapport à Darkseid dont il espère justement aux yeux desquels il espère se rattraper et tout de suite il gagne en ampleur quand même. Il gagne en ampleur, mais ça reste un méchant quand même assez générique. Il a des motivations assez simples. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Snyder n'a pas voulu en faire trop, mais juste le caractériser un minimum. Moi, je trouve que ça marche très bien. Oui, ça fonctionne, aussi, mais ouais. il en fait pas. C'est pas non plus un bon méchant. C'est un méchant toujours de base. Encore une fois, dans un univers de super-héros. Il n'est pas allé jusqu'au pingouin de Batman. Enfin, tu vois, ce genre de personnage qui, à une certaine époque, avait vraiment une personnalité et qui prenait énormément de place. Mais pour le rôle qu'il avait à tenir dans ce film, Snyder l'a réhabilité. Ouais, bien sûr. Clairement. Et du coup, donc ça, c'est vraiment les qualités louables du film. C'est-à-dire, oui, on peut voir enfin un film cohérent qui prend le temps justement de développer ce qu'il y a à développer, qui est mieux organisé narrativement parlant, donc du coup, qui est plus cohérent, qui est beaucoup plus regardable. En revanche, le gros problème pour moi, et pour répondre à ta question initiale sur la narration... On y arrive. Oui, on y est encore, putain. On y est encore, excuse-moi Florian, mais c'est vrai qu'il y a de beaucoup de choses à dire. Il nous faut du temps. Il nous faut du temps. Non, mais pour dire justement que les 4 heures, elles me faisaient peur sur le papier, en disant, mais putain, 4 heures, c'est trop long. Et effectivement, c'est trop long. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression... Et ça va être un gros sujet de ce débat, mais à savoir pourquoi faire ça, c'est-à-dire quelle est l'utilité en fait de faire ce Snyder Cut, parce que ça a été teasé sur le fait que Zack Snyder avait pensé une trilogie de Justice League dont ce film-là devait être le premier volet, mais que finalement tout ça a été avorté, que ça ne verra probablement jamais le jour. Alors à voir. Si ce Snyder Cut est un carton, j'y crois peu. Mais... J'y crois peu aussi, puis Snyder a on croyait peu au Snyder Cut finalement aussi. Effectivement, on n'y croyait déjà pas. Mais donc du coup, on se dit, pourquoi sortir ce film ce film-là, à part justement pour faire plaisir aux fans et pour faire plaisir à Snyder, qui du coup, dans les 4 heures, pourquoi 4 heures ? Parce qu'il a tout foutu dedans et qu'il a foutu tous ses rushs et que du coup, c'est aussi un problème parce que même si le film peut gagner en cohérence, il perd en efficacité parce que justement, ça étire et on sent en fait qu'il n'y a pas vraiment de direction au niveau du montage, de dire là, faut couper là. Là, l'Islandaise qui va chanter en reniflant le pull d'Aquaman au moment où Aquaman rentre dans l'eau, les ralentis abusifs sur Wonder Woman, sur Aquaman ou sur Flash, la scène de Flash, etc. Sur tout le monde, où en fait on prend beaucoup trop le temps et à un moment donné, moi j'étais là sur les 4 heures, je me dis putain, là il y aurait eu matière à couper beaucoup de choses. Mais encore une fois, du gras, vraiment du gras, des ralentis inutiles, ce genre de choses. Pas les scènes rajoutées qui sont utiles
à l'avancée de la narration. Effectivement, je crois qu'une chose sur laquelle on peut insister, c'est que ça n'est vraisemblablement pas le projet d'origine. On appelle ça Snyder Cut, mais finalement, c'est assez évident que ça ne correspond pas exactement à ce qui était prévu à l'époque de 2017, si Zack Snyder avait pu compléter ça, parce que je ne sais pas ce que t'en dis, Florian, mais on sent quand même que le film reste malgré tout tiraillé entre ce que veut faire Snyder, avec aussi quand même des restes de notes de studio qui subsistent malgré tout, parce que moi je trouve quand même l'humour beaucoup mieux dosé globalement que dans le film de Whedon, mais il y a quand même des restes de gags et de trucs dont on sent qu'ils ont été imposés aussi par le studio. Mais oui, c'est ce que je disais un peu brièvement en introduction, c'était que c'est pas le projet qu'il aurait voulu faire depuis le départ, c'est le projet qu'il allait faire avec la Warner Bros derrière lui, en fait. Et tu as bien fait de parler de l'humour, parce que pour moi, c'est le truc le plus visible des restes de la Warner, et du coup, qui nous font aussi revoir le film de 2017 en nous disant est-ce que tout était de la faute à Whedon. C'est ça, moi il y a certains les gags torts que sont j'étais partagés, sûr de... On se disait ouais mais ça c'est du Whedon, heureusement ça va disparaître. Mais c'est en du fait, Whedon, c'est toujours là. c'est quand même du Whedon, c'est-à-dire que c'est pas super drôle, mais c'était un souhait de la Warner claire, même avant que Snyder parte. Voilà, et l'humour, là, c'est déjà vrai reçu, que... Alors, l'humour de Flash, en faire un personnage un petit peu drôle pour faire du comic relief, pourquoi pas. Et d'ailleurs, je trouve que là, son humour est mieux dosé, ou en tout cas, ça vient par petites punchlines qui sont assez drôles comparé à dans la version de 2017, mais j'en pouvais plus. Il y a quand même sa scène d'introduction ça. que je trouve assez gênante avec la saucisse, les saucisses ça, qui je pense volent. que tout le monde s'en rappellera. C'est un petit peu compliqué quand même, mais c'est vrai qu'en soi, c'est cohérent avec le personnage qui est un espèce d'hyperactif, surexcité. Donc voilà, ils en font un peu de caisse à ce niveau-là. Mais ça reste, ça fonctionne. Et je trouve que voilà, malgré tout, il y a certaines scènes qui sont rattrapées en enlevant des gags. Par exemple, la rencontre avec Aquaman qui est beaucoup plus solennelle, où Bruce Wayne dit plus c'est à toi Arthur qui Curry, parles aux poissons. tu parles aux poissons alors comme ça, machin. Voilà, il y a quelques scènes qui sont sauvées, mais il y a des nouveaux trucs aussi. Une celle scène avec où, le thé, où Alfred apprend à Wonder Woman à faire du thé. Pourquoi En parlant du gras, là, ça aurait très bien pu Il y a des rajouts. Pourquoi ça n'a pas sauté ? Ils ont retiré, par contre, et ça, mais vraiment, mais grand bien leur en face. Ils ont retiré, ils ont refait en fait. Enfin, non, c'est pas qu'ils ont refait, c'est qu'ils ont gardé la scène initiale qui avait été tournée au moment de où Superman ressuscite. Et donc déjà, il y a plus les reshoots avec la fausse la moustache enlevée de Henry Cavill. Donc du coup, ça pique un peu moins les yeux. Et surtout, il y a pas ce dialogue horrible qu'il y avait avec Batman où il lui dit alors t'es qui toi, do you bleed, machin, etc. Puis qu'il va lui mettre un petit coup, puis que Batman va dire ouais, je me fais trop vieux pour ces conneries. Enfin, et ça, mais heureusement que c'est plus là. Pareil, il y a plus le moment où Lois lui dit ouais, tu sens trop bon. Ah ouais, c'est vrai, je sentais pas bon. Oui, avant. dans les blés. Là, il là, répond à une autre Dieu, réplique scène, maintenant. ouais. Voilà. Mais effectivement, il y a quelques toujours trucs enlevés. des gags, mais je trouve que par rapport à la version Whedon, c'est moins dommageable pour les personnages. On les ridiculise moins, quoi. Mais on sent quand même, surtout avec l'épilogue, pour revenir à la présence de la Warner. Enfin, je sais pas vous, mais quand je suis arrivé, c'était marqué épilogue. J'ai fait tiens, il est que 3h30. Est-ce que le générique va durer 25 minutes ? On va en parler Et là, après, on sent aussi le truc de. Alors, est-ce que c'est Snyder qui voulait tout caser et puis se dire après, allez vous faire foutre ? Ou est-ce que la Warner a dit, alors il faut que tu annonces celui-là, tous les univers possibles et imaginables, parce qu'il nous fait un épilogue de 30 minutes beaucoup trop long, et aussi parce qu'il y a un dialogue entre le Joker et Batman qui est insupportable, qui est tellement long et tellement mal écrit. Puisque tu le mentionnes. Il brûle les cartes. Non, là, mais quand même, alors, hein. Mais non, mais on allait spoiler. Non, mais je veux dire, il y a des longueurs dans cet épilogue qui est déjà long. Non, mais Tu effectivement, vois, et là, voilà, posons les bases et voilà. abordons ce problème épineux de cet épilogue, effectivement, qui est interminable. On n'a pas dit que le film était divisé en 6 parties. Voilà, c'est chapitré, n'est-ce pas ? Et il y a une dernière une série partie télé, où, disons. effectivement, moi, j'ai plutôt l'impression plutôt que le studio, j'ai plutôt l'impression que c'est Snyder qui effectivement case tout ce qui pouvait pas caser et qui fait un peu du racolage en montrant. Vous voyez, s'il y a une suite, ça pourrait ressembler à ça. Parce que, pour spoiler encore une fois dans les grandes largeurs, on a une séquence interminable où on retrouve le futur qui nous était présenté dans Batman vs Superman, la fameuse séquence du Nightmare, où on est dans un futur post-apocalyptique où Superman est devenu méchant et où les héros survivent un petit peu comme dans Mad Max. Et cette séquence, moi, ça se sent que ça a été un petit peu tourné à la va-vite. Il y a effectivement un dialogue où on allait rechercher
chercher Jared Leto pour qu'il refasse son Joker. J'ai l'impression que Ben Affleck et lui, ils sont en train d'improviser sur place. Mais ils n'ont pas tourné ensemble, il me semble. Moi, j'ai lu qu'ils n'étaient pas à cause des plannings. En fait, Ouais, Zack alors Snyder a dit il a retourné C'est ça peut-être pour ça qu'on a droit à un champ contre champ dégueulasse en gros plan avec du flou. avec des flous. Bah ouais. Ouais. Pour cacher le fait que c'est pas Ben Affleck sous le masque de Batman, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pas le seul truc qui est inséré au forceps pour faire du clin d'œil aux fans, parce qu'on a juste après cette séquence l'apparition de Martian Manhunter, qui est donc un autre membre de la Justice League et que Snyder aurait pensé comme étant introduit dès Man of Steel, mais ça j'y crois assez peu, parce qu'effectivement, il se révèle que c'est un personnage qu'on avait déjà vu dans ce film-là, qui était caché derrière lequel il se cachait. Il y a un autre personnage de Justice League qui est Atom, qui est aussi introduit dans le film avec ce scientifique asiatique qui fait là aussi des blagues assez douteuses. Enfin voilà, il casse des trucs. On a vraiment l'impression que c'est un petit peu Snyder qui appelle les fans à faire le même forcing que pour la Snyder Cut pour qu'ils puissent faire ses films suivants. Mais quoi. qui est surtout allé chercher, encore une fois, qui est allé chercher tous ses rushs. Et puis qui a tout bazardé Oui, en mais disant la fameuse- on va faire 4 heures. Et puis, La fameuse séquence avec le Joker, ça fait partie des reshoots, alors, c'est vrai, justement. c'est Ça a vrai, été effectivement. retourné T'as pour raison. cette version. La majorité de l'épilogue a été que du reshoot, je crois. Mais ça, c'est très bizarre quand même. Tu sens vraiment le truc de studio, l'accord avec Jared Leto, enfin un truc, tu vois, pour Jared réparer des Leto pots était cassés. encore sous contrat, donc il n'avait pas le choix. Si on l'appelait, Ok. il devait venir. Il était encore sous contrat pour D'accord, Ça Joker. valait bien la peine. Oh bah, super. Non, mais effectivement, ça fait partie des trucs un peu douteux, quoi. Ouais, c'est vraiment dommage. Mais pour revenir justement à Snyder lui-même et à sa vision éventuelle, ce qu'on peut pas lui enlever, c'est que ce Snyder Cut ressemble malgré tout à un film de Zack Snyder, parce qu'on a Totalement. assez peu parlé du visuel Esthétiquement, complètement. jusqu'à maintenant. Effectivement, il y a le choix du 4/3 qui, là, je pense, est aussi une manière de se démarquer de la version de Whedon. Mais il y a, au-delà de la cohérence narrative, il y a aussi une cohérence visuelle où, par rapport au machin de 2017, c'est beaucoup plus harmonieux, quoi, la fabrication. Bah oui, on retrouve la photo terne avec les verts et gris. Exit les filtres de Voilà, couleur. exactement. Donc, effectivement, c'est plus cohérent, comme tu le dis. Après, est-ce que c'est beau ? Chacun jugera de par son appréciation ou non du cinéma de Zack En Snyder. tout mais il y cas, a c'est pas de doute. cohérent avec Batman vs Superman et Ouais. Man of Steel, au Ouais. moins. Et puis dans les chorégraphies, encore une fois, parce que même si il abuse, mais vraiment du ralenti, Alors mais là, comme jamais. comme jamais il en a abusé. Donc là, effectivement, on est dans du Snyder pur jus, mais ça pose quand même problème à beaucoup de moments. Mais il y a quand même un sens de la chorégraphie. On retrouve cette scène de l'attaque de l'attaque des Amazones, je vais y arriver, par Steppenwolf, qui est superbement chorégraphiée, qui est d'ailleurs rallongée, qui est mieux montée, mieux foutue. C'est le cas de toutes les qui scènes fait ça- d'action et d'ailleurs. Toutes les scènes Le d'action. final aussi est beaucoup plus généreux. Ah beaucoup ouais, plus- ouais. Non, mais alors ça, c'est excellent. On est complètement d'accord là-dessus. Et puis, la scène où Wonder Woman arrive dans une banque pour sauver des civils, C'est presque etc. la même. Non, il y a Ah tout ouais. un rajout avec le gars avec la mallette, là. On le voit pas, ce mec avec la mallette. Alors que là, dans le Si, Snyder... on le voyait, mais elle Ouais, ne mais dézinguait rapidement. pas de façon aussi. Ouais, mais alors que là, aussi- il va chorégraphier cette scène en filmant à hauteur de la mallette et où on va voir en fait dans le cadre justement et derrière le gars dans le deuxième plan, on va voir les gardes se faire buter, les civils se faire charcler, etc. Et tout ça, on retrouve effectivement Snyder. Mais je te laisse parler peut-être Flo là-dessus. Oui, parce que moi, surtout l'attaque des Amazones, c'est ce que Patty Jenkins n'avait pas réussi à faire dans ces deux Wonder Woman, c'est montrer que les Amazones sont des guerrières et qu'elles envoient du pâté quand il faut envoyer du pâté. Et c'est la première fois dans tout le DCU qu'on voit enfin les Amazones se battre avec un ralenti sur leurs muscles absolument incroyable. On aurait dit 300, moi j'ai adoré. Et elles se sacrifient. Enfin, c'est vraiment une scène de guerre absolument incroyable. Et évidemment, Snyder sait filmer ça. Ah, il a le sens de l'action. Ah ouais, et et des puis combats. le découpage, le montage, la fluidité, tu comprends toujours dans la course poursuite, tu comprends toujours où sont les différents chevaux, où est la Mother Box, alors que c'est un bordel monstrueux, je pense. Enfin, Ouais, la clarté de ce qu'on voit est vraiment hallucinante sur cette séquence. J'avoue que même moi qui ai, comme je le disais dans notre épisode consacré à Snyder, même moi qui ai quand même des limites avec le style de Snyder, je trouve largement plus agréable ce qu'on voit là à l'écran, y compris le climax qui est bien plus imposant, bien plus généreux aussi. Là aussi, c'est intéressant de voir ce qui fait des personnages de Flash et Cyborg qui ont chacun une espèce d'épreuve dans le final et à la fin, la manière aussi dont on vainc
Steppenwolf, c'est, je trouve, beaucoup plus puissant parce qu'on a vraiment le sentiment que oui, ces différents héros se sont alliés et Justice League est créée. Et puis ça charcle aussi, quoi. Ça ose un peu de gore aussi. Steppenwolf est quand même décapité à la fin. Enfin, je veux dire, c'est couillu, quoi. Quand Superman défonce la gueule de Steppenwolf, mais là, encore une fois, le talent de Snyder pour filmer la toute-puissance, quoi. On en parlait beaucoup dans notre émission sur Snyder, sur Man of Steel ou BVS, où en fait, c'est un mec qui arrive vraiment à faire ressentir ça. Et Joss Whedon, mais je ne ressentais absolument rien là-dessus, alors que là, quand t'as Superman, vraiment, mais qui arrive et puis qui fout des patates à Steppenwolf qui est à terre, mais je me disais, mais en fait, on sent la douleur, quoi. Et un truc, excuse-moi Florian, oui. Non, je disais un truc qui aide aussi, c'est que, dans les changements, c'est qu'on a aussi un changement du côté de la musique, n'est-ce pas ? Puisque chez Joss Whedon, on était allé chercher Danny Elfman 2 jours avant pour faire un peu n'importe quoi, puis reprendre son thème de Batman et le Superman de John Williams dans un Glooby-Boulga absolument immonde. Là, on a de nouveau Junkie XL qui était là sur BVS. Et alors, il y a quelques limites quand même. Quand il va chercher des espèces de chants, des lamentations antiques à chaque entrée de chant de Wonder Woman, c'est quand même sacrément lourdingue. Il recycle un peu des thèmes de Mad Max, mais sinon, je trouve qu'il y a une vraie ampleur, et là aussi, ça participe à rendre les scènes d'action beaucoup plus impactantes. Et aussi, ce qui est intéressant... C'est pas un chef-d'œuvre, ce score, non. Mais effectivement, ça répare un peu, quoi. Ce qui est intéressant avec ce final aussi, c'est que on voit mieux que tous les héros sont au pied du mur à la fin. Et que, c'est beaucoup plus tendu. Et que du coup, ils ont une espèce de haine. Et on voit qu'ils ont cette haine qui vient, et là ils deviennent des bêtes presque, où ils veulent vraiment buter Steppenwolf à tout prix. Et ça, j'ai rarement vu ça dans la filmographie de Zack Snyder, et encore moins dans le film de 2017 évidemment. Et moi, c'est ce qui personnellement m'a énormément pris sur la fin, c'est la rage que par exemple Diana a, donc Wonder Woman, et aussi le surpassement de soi que Flash a, puisqu'il ne faut pas oublier que lui c'est un gosse de 21-22 ans, qui d'ailleurs dans cet acte final devient le sauveur de la Justice League, puisque Superman, ça on pourrait y revenir après, je trouve ne sert pas à grand chose dans ce film, mais le surpassement de soi de Flash ici est très intéressant quand il découvre son fameux cette nouvelle habilité de pouvoir aller aussi vite que la lumière, et donc de pouvoir remonter dans le temps, même si c'est pas vraiment bien expliqué. Einstein l'avait découvert, bref. Ce côté qu'ils réussissent sur le fil du rasoir, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça leur ramène une part d'humanité aussi. Ils sont certes tout puissants, mais là, ils y arrivent vraiment in extremis, et s'il y a des suites, ça annonce des choses. Il va y avoir des remises en question, des trucs, parce que il y aura pas de suite, gros... Non, mais tu vois, parce que le gros méchant est quand même plus fort que juste Steppenwolf, quoi. Ouais, Darkseid, il a de la gueule, quoi, aussi. C'est peut-être une des petites déceptions que j'ai, c'est que autant je trouve qu'on construit assez bien Steppenwolf, autant je trouve que le flashback de la bataille avec Darkseid nuit un peu au personnage, parce que moi j'avais l'impression qu'on le traitait un peu comme un troll dans Le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire que un gros bourrin, il arrive à tout casser, et puis finalement il se fait vaincre un petit peu comme un teubé par les dieux grecs. Et voilà, on nous a présenté un Steppenwolf qui résistait beaucoup mieux, et du coup on a de la peine à croire que c'est lui le boss suprême. Donc c'est un petit peu, c'est pas très dommageable en soi, mais c'est vrai que tu le disais, une autre déception qu'on peut avoir peut-être au niveau des personnages, c'est par rapport à Superman qui aussi au niveau de son retour, il y a une scène supplémentaire où il repasse avant de choisir son fameux costume noir, mais sinon qui a de la gueule d'ailleurs, qui a de la gueule, mais sinon ça mais qui apporte pas grand chose. C'est juste là pour faire kiffer les fans, quoi. C'est ça a pas beaucoup plus d'impact que la version de 2017, son retour finalement. En fait, tout le monde a été développé dans cette Snyder Cut, sauf lui. Batman a été un peu mis de côté sans que ça gêne trop, puisqu'il reste la pierre angulaire qui va faire que tous ces héros vont se réunir. Mais Superman, il arrive, il se casse. Ah, puis c'est pas grave, on va quand même essayer d'aller buter Steppenwolf. Il revient, on savait qu'il allait revenir, il y a aucune surprise. C'est vrai que personne ne se pose la question, alors que c'était un petit peu leur dernier espoir. Des erreurs d'écriture, des erreurs d'écriture assez folles à ce niveau-là. Mais ouais, Superman est très absent de ce film. En tout cas, n'est pas plus présent là que dans la version de 2017. Et c'est assez décevant à ce niveau-là. Complètement. Et puis du coup, pour moi, le gros problème, c'est qu'il y a toutes ces choses qui subsistent, au-delà de l'humour, etc. Le fait qu'à la base, et au-delà de la fatigue de Snyder et du studio qui chapeaute le tout, le fait que c'est quasiment impossible comme projet sur le papier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils veulent faire Avengers Infinity War. C'est ça qu'ils veulent faire avec ce film.
à savoir un film que Marvel a pris 10 ans à construire avec des films, des origin story, en veux-tu, en voilà, pour poser chaque personnage, les amener à se développer dans un univers étendu pour ensuite amener à une énorme bataille avec un gros méchant. Là, le problème, il est déjà initial, c'est-à-dire comment faire un film qui tient tout seul avec 3 nouveaux super-héros iconiques de DC Comics qu'il va falloir introduire dans ce film-là, sachant que, enfin voilà... Mais tu vois, je pense pas que c'était forcément nécessaire de passer par des films solo pour tout le monde avant d'arriver à ça. Moi, avec le temps qu'il a... c'est quand même compliqué, quoi. Je trouve qu'il arrive malgré tout plus ou moins à poser ses personnages, et effectivement, en élaguant un peu plus et en virant toutes ces scènes qu'on a mentionnées et qui n'auraient pas dû être conservées, il y aurait eu moyen de faire un vrai film. Enfin voilà, les 7 samouraïs, il n'y a pas 7 films avant qui présentent chaque samouraï. Non, mais il aurait... non, mais alors je suis totalement d'accord, mais il aurait fallu faire effectivement un film de 3 ou 4 heures, mais pas avec tout le surplus, en fait, avec tous les rushs qu'il nous a balancés, mais tourner davantage et avoir déjà une écriture de base qui soit beaucoup plus efficace, etc. Et le fait que Superman soit complètement absent de ce film-là, alors que justement, on sent que Snyder veut en faire quand même le point de départ avec le fait que, bah oui, Superman manque au monde, quoi. Le monde est censé être déprimé, etc. Tout comme Lois Lane, bah, ça, c'est des choses qui manquent de base et donc, du coup, qui se retrouvent ici. Donc, du coup, ce Snyder Cut ne peut pas faire de miracle avec un film qui est déjà malade à l'origine. Le problème de la Warner avec les films de DC, c'est que leur politique de production, c'est d'aller là où le vent va. Donc du coup, la cohérence est complètement absente. Contrairement à Marvel qui, comme tu l'as dit, construit depuis 10-15 ans tout leur univers de manière très très cohérente et organisée. Et d'ailleurs, les Marvel, c'est pour ça que ce sont d'abord des films de production avant d'être des films de réalisation. C'est pour ça qu'on les critique beaucoup, parce que c'est pensé comme des séries télé. C'est ça. Et c'est pensé comme du divertissement écervelé, drôle et tout, qui fonctionne. D'ici, ils veulent malgré tout garder cette politique autorisante. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher Snyder, qui est un bon choix. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas les couilles, entre guillemets, de rester sur leur position et d'essayer d'attendre, de mettre pierre après pierre, pour construire un gros édifice qui aurait pu être monumental, puisque un univers super-héroïque géré par des auteurs qui savent aussi bien gérer le cinéma que Snyder ou que James Wan et que d'autres, je ne me rappelle plus tous les noms. Voilà, le problème, c'est que... Et là, Nolan, Goyer, etc. Voilà, oui, excusez-moi, je les avais oubliés, ceux-là, déjà. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, tu as totalement raison. Ils ont rushé le truc, c'est tout. Il y a un problème de construction à la base, et je rejoins Thibaut sur le fait que Snyder arrive, mine de rien, à faire quelque chose de bien et n'avait pas besoin de faire 5 films d'introduction avant pour qu'on comprenne qui est qui. Ouais. Enfin, mais alors, il fallait mieux écrire à la base, quoi. Enfin, fallait que et ça, d'ailleurs, je voulais en parler, parce que faire appel encore une fois à Chris Terrio, le scénariste donc de Batman vs Superman et de Star Wars 9, comme nous le rappelait justement Thomas dans notre long format sur Zack Snyder. Pour moi, c'est aussi un film qui pêche énormément par des défauts et des incohérences d'écriture qui me font sortir du film. Là, je parlais du fait que Superman revient, qu'il se casse, et que c'est pas grave. Ouais, ça, ou que la Mother Box, elle disparaît, puis c'est le père de Cyborg qui va la récupérer, alors que les héros, ils s'inquiètent pas du sort de cette Mother Box à ce moment-là. On a aussi des trucs genre Cyborg a des pouvoirs absolument incroyables. On passe une scène de 10 minutes très très appuyée, et en fait, il en fait rien. Mais si t'as bien compris ce qu'il pouvait faire, il est plus fort que genre Superman, et il pouvait buter Steppenwolf tout seul. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça aussi qui font que mais ça, c'est un problème récurrent avec Snyder dans toute sa filmographie, c'est-à-dire qu'il est incapable, ou que les studios sont incapables de lui fournir un script béton. Il y a toujours des problèmes, le visuel est toujours impec, et lui est incapable, puisqu'on a vu ce Sucker Punch. Quoique, alors... Oui, non, mais tu vois, ouais, Je veux juste te couper, excuse-moi, sur un petit truc. Non, je voulais juste rajouter un petit truc, parce que tu dis le visuel est impeccable. Moi, j'ai quand même quelque chose que j'ai pas dit. Non, mais alors... Je suis totalement d'accord. Mais c'est-à-dire que là encore, il y a quand même des manquements, et notamment ce climax, même s'il est revisité, même si toutes les scènes de baston, etc., il y a du rajout et ça fait plaisir parce que Snyder maîtrise. En termes d'effets spéciaux
et donc de retravail numérique parce que du coup, qu'on a gardé en fait finalement le tournage d'origine sur fond vert. Joss Whedon s'est occupé de la post-production, donc des effets spéciaux, etc. Et du coup, ça a donné ce final absolument dégueulasse avec ce fond rose dont on a déjà parlé dans notre émission, et puis ces espèces de vers de terre dégueulasses avec du rose fluo qui sortent, machin. Là, tout a été retravaillé, mais finalement pour nous amener dans une ville faite numériquement à la va-vite, hyper noire et grise, dégueulasse, où on distingue rien. Enfin, encore une fois, là, sans aucune inventivité de direction artistique. Donc, ok, les combats sont plutôt bien chorégraphiés, mais tout ce qui entoure le truc, il y a encore des limites. Pas satisfaisant. Et de la même manière que, je sais pas ce que vous en dites, mais moi je trouve que on sent quand même à plusieurs reprises que les plans n'ont pas tous été pensés pour du 4/3. Plusieurs fois, ça coupe des amorces, ça, voilà, le centre de l'attention est pas où il devrait être. Et voilà, on sent, que, comme on le disait, c'est pas le projet qui a été pensé au tout départ, quoi. Ouais, et puis il reste beaucoup de défauts en termes visuels, d'effets spéciaux et tout ça, alors qu'il a eu un énorme budget pour le retravailler. On parle de 70 millions de dollars qui ont été donnés pour des reshoots et de la post-production et retravailler le montage, etc. Et voilà, il y a encore des trucs qui pêchent. Donc quand j'entends les gens dire « Ouais, mais c'est génial, c'est un tout autre film, ça n'a rien à voir », bah non, désolé, ça reste quand même finalement assez proche du film de Joss Whedon. Comme ce film de 2017, ça reste un film malade qui est tiraillé entre différents impératifs de studio, de vision d'artistes, et voilà, qui est inégal, mais qui console évidemment quand même pas mal de cette version de Joss Whedon. Non, je me demandais juste, en fait, encore une fois, je repose la question que j'ai posée en ouverture, qu'aurait fait Zack Snyder en 2 heures ? Ça, c'est un truc que je ne saurai jamais. Non, parce que je crois qu'il est incapable de faire des films de super-héros qui font moins de 3 heures. En fait. Bah oui, parce qu'avec tous les ralentis, ça prend 2 fois plus de temps. Non, et tout comme on ne verra jamais la version originellement pensée, quoi. La trilogie. Voilà. Non, mais la version de Justice League qui aurait dû sortir en 2017. Et pour revenir sur l'utilité de ce Snyder Cut, avec justement les rajouts, avec l'épilogue dont on a parlé, en fait, moi, je me demande vraiment, quand je vois ce film-là, je me dis, mais attendez, si de toute manière la trilogie ne va pas se faire et que le projet de Zack Snyder ne va pas se faire comme ça, mais alors à quoi bon nous montrer comme ça, comme tu disais, du fanservice, de dire regardez, ça aurait pu ressembler à ça. Justement pour titiller les fans, parce que c'est grâce aux fans que cette version a vu le jour. Donc je sais pas, moi je me dis, il espère peut-être en appâtant comme ça avec du teasing sur 20 minutes, motiver les fans à rebalancer du hashtag en veux-tu, en voilà, et à motiver la Warner à faire ses Justice League 2 et 3. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Warner va continuer à faire des films de super-héros. Oui, alors au moins, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, je sais pas comment, mais... d'une manière ou d'une autre, cet univers partagé n'est plus au centre du truc, puisque là, on part aussi sur des projets individuels, notamment le futur Batman de Matt Reeves, qui n'a plus rien à voir avec un univers partagé. Donc voilà, on va au moins voir du neuf. Après, quant à savoir si le DCU va continuer, si ce Justice League Snyder Cut aura un impact et relancera les projets de Justice League 2 et 3, c'est une autre question. Là aussi, quel sera l'impact sur HBO Max Est-ce que ça va relancer en masse les abonnements parce qu'ils ont un petit peu de la peine, les pauvres? L'avenir nous le dira. En tout cas, dans l'immédiat, on vous encourage quand même à voir ce Snyder Cut, si ce n'est pas déjà fait, parce que comme vous avez pu le constater, au moins, il y a des choses à en dire. C'est intéressant il y a du débat, pour comparer avec la version de 2017. En tout cas, merci d'être venus en discuter, Alex et Florian. Merci Titi. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve dans un prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez nous réécouter sur SoundCloud, YouTube, Spotify, Deezer et Apple Podcast. N'hésitez pas à commenter et à partager cet épisode. De notre côté, on vous fait des bises et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.